Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entreprises, les indépendants dans leur marketing et leur communication, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le Chronocom, même si on a donc dérivé cette chronique qui à la base était un tuto démonstration où vous m'envoyez vos supports et je les optimisais en direct. Je les transforme puisque je n'ai pas assez de candidats et du coup je vous fais des vidéos sur un complément d'information vis-à-vis de la thématique de la semaine. Alors, hop. Je mets à jour mon petit mot qui sera un petit peu large par rapport à ce que j'ai dit. Donc voilà, je mets à jour le sujet qui est ici. Comment gérer son marketing d'influence. J'entends surtout comment fait-on du marketing d'influence. Parce qu'on a vu le pourquoi lundi, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est, etc. Mardi, je vous ai parlé beaucoup des outils et du comment on fait plutôt d'un point de vue éthique. Aujourd'hui, je veux vraiment voir avec vous comment on met en place une stratégie de marketing d'influence. Bonjour Cécile, j'espère que tu vas bien. Justement, le marketing d'influence, ça peut aussi être intéressant pour toi puisque le principe est relativement simple. Il s'agit de trouver des cibles relais, parce que clairement les influenceurs font partie des cibles relais, qui vont relayer notre information de manière à répondre à certains objectifs, comme le développement de sa notoriété, le développement de la notoriété d'un produit ou d'un service, le fait d'enrichir ou de redorer son image. Beaucoup l'utilisent sous cet aspect-là, mais on va avoir différents aspects. Et aujourd'hui, je veux voir avec vous le comment on fait du point de vue du message, comment gérer les choses, comment on fait pour contacter un influenceur, même si je l'ai brièvement abordé précédemment, j'avais vraiment besoin de vous présenter les choses de manière plus concrète par rapport à ce qu'il faut faire pour contacter les influenceurs. Je vous rappelle quand même que la stratégie de marketing d'influence, c'est quelque chose qui doit être pensé sur le long terme. C'est vraiment, même si je l'ai expliqué de long en large lundi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous partager et que vous puissiez intégrer. Parce que si on le fait vraiment de manière ponctuelle, sporadique et sans continuité, ça n'aura jamais les valeurs qu'on souhaite. C'est-à-dire que finalement, peut-être que l'influenceur vous donnera un coup de main une fois, mais si le contact n'est pas en continu avec lui, il se délaisse. Il finira par vous délaisser, et c'est pas ce que l'on veut. Tout comme les relations de presse, il y a une continuité à avoir, il y a vraiment quelque chose à travailler tout au long de la vie de l'entreprise. Donc c'est pas une stratégie qu'on va choisir à la légère. Donc Cécile, je t'invite à me laisser tes questions par rapport à l'élaboration justement de comment on met en place. N'hésite pas à me mettre en commentaire, ce qui me permettra de nourrir la chronique d'aujourd'hui. Si vous nous rejoignez en replay, n'hésitez pas également à mettre vos questions en commentaire. Ça me donnera l'occasion de vous apporter une réponse si je ne l'ai pas traité dans le live, et également de proposer de nouveaux sujets pour mes prochaines chroniques. Pour ceux qui me découvriraient ou qui tomberaient sur mes vidéos, n'hésitez pas, pour me soutenir, à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de quand je suis en live ou qu'une nouvelle vidéo est publiée. Sur ce, je vous propose de commencer. J'ai oublié de faire mon café, mais tant pis, les aléas du direct. Donc comment gérer le contenu, de son marketing d'influence? L'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui doit être percutant. Il faut remettre les choses dans leur contexte, tout comme en relation presse, un influenceur, au même titre qu'un journaliste, je considère qu'un journaliste est quand même un micro-influenceur. Donc, je trouve quand même important que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et dans les règles de l'art, donc c'est qu'on va s'intéresser à lui, on sait déjà ce qu'il fait, on sait déjà ce qu'il présente, donc on va faire un sujet qui va être introductif. Parce que la personne, elle va aller vérifier. Il ne faut pas se leurrer, l'influenceur, sauf pour ceux qui signent des gros chèques, d'accord Bonjour Sophie, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. L'influenceur va aller vérifier la véracité de l'information.
Donc c'est pour ça que je vous disais, l'important c'est aussi de faire appel à des influenceurs que vous suivez. L'idée étant d'introduire le sujet, voilà, je suis fan, je vous suis depuis tant de temps. Le fait de donner cette information-là, l'influenceur, il y a de grandes chances, si le produit vous intéresse, va vérifier la véracité de ce que vous allez lui dire. Donc il va vérifier la date depuis quand vous le suivez, si vous réagissez à ses publications. C'est vraiment, comme je le disais, c'est du donnant-donnant. C'est du vase communicant au niveau de ces stratégies-là avec les influenceurs, parce que quelqu'un qui est absolument silencieux, qui ne réagit jamais à ce que fait l'influenceur, là on risque de ne jamais atteindre notre objectif. L'influenceur ne parlera pas de nous. Donc il y a ce premier point à avoir en tête, c'est toujours travailler en amont avec un influenceur, c'est vous qui devez agir, réagir à ce qu'il produit, discuter avec lui, pourquoi pas. Voilà, on a une phase justement en amont avant de lui demander quelque chose. Ça, c'est vraiment un point important. Une fois que que la machine, on va dire, a été enclenchée, parce que tout est mécanisme. Le fait de vous parler, c'est un mécanisme. J'émets un son avec ma voix, je vous transmets un message, il y a la transmission du message, et vous, vous êtes le récepteur, vous le réceptionnez. C'est un mécanisme. Voilà, c'est pas pour. Je ne parle pas de machine en termes d'influenceurs, on s'adresse bien évidemment à des humains. Et d'ailleurs, ben ça, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. Justement, puisque vous allez suivre la personne qui pourrait être susceptible de transmettre votre contenu, vous allez avoir cette approche-là, comme vous la connaissez, vous savez très bien quand elle est en vacances, vous savez peut-être que, eh bien, elle a des soucis, si elle ne publie pas pendant quelques jours, c'est peut-être qu'elle a d'autres préoccupations, donc c'est peut-être pas le moment de lui envoyer une demande. Là, vous allez justement pouvoir juger et jauger le moment opportun pour lui envoyer une demande de prescription. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce sont des prescripteurs, des cibles relais prescripteurs qui vont mettre en avant votre produit ou votre service. Ou votre marque, tout dépend de l'action. Là, je vous ramène vers le live de lundi sur justement dans quelles conditions est-ce qu'on va aller chercher justement l'approbation des influenceurs. Donc en termes du message, ce qu'il faut impérativement faire, c'est bien évidemment mettre l'historique et montrer que l'on n'est pas un opportuniste quelque part et qu'on connaît la personne, qu'on sait ce qu'elle fait, qu'on pense que et on peut même citer ce qu'elle a fait, ce soit un article ou dans un post, lui dire ben voilà, vous avez parlé précédemment ou il y a quelque temps de tel sujet, peut-être que mon produit ou mon service, puisque le sujet en question est relié à votre activité, peut-être que cela pourrait vous intéresser. Donc voilà, ça c'est la demande typique. Et on va bien évidemment avoir, un petit peu comme dans la distribution, faire un dossier de référencement pour espérer avoir son produit de référencé chez le distributeur. On va avoir un espèce de dossier de référencement aussi pour les influenceurs qui vont venir faciliter le travail. Parce que même si un produit va être intéressant, pour lui, il n'a peut-être pas le temps de voir, donc ce qu'il va retranscrire auprès de sa communauté, ça va être beaucoup du contenu que vous allez lui donner. Donc l'honnêteté est de mise, bien évidemment, donc peut-être parler, même si lui n'est pas obligé de le citer, ou l'idée, voilà, c'est de mettre, pas les points négatifs, mais les points qui ne vont pas aller. Par exemple, de bien définir à qui s'adresse le produit, parce que dans le pléthore de personnes qui fait partie de la population et de l'audience de l'influenceur, il y a beaucoup de monde qui ne correspondra peut-être pas à votre client idéal, ou à votre cible principale, pour reprendre les termes marketing. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir lui faciliter le chemin, et c'est un petit peu comme quand on confectionne des tunnels de vente, l'idée c'est vraiment de lui apporter le contenu le plus important et le plus approprié qu'elle va pouvoir retranscrire par la suite. Et bien évidemment, on va le mixer avec l'intérêt et ce que l'on connaît d'elle. Par exemple, dire, ben voilà, mon produit s'adresse aux parents avec jeunes enfants qui ont telle problématique, comme l'est souvent les gens qui réagissent à vos publications quand vous abordez tel sujet. L'idée, c'est encore une fois de montrer qu'on connaît la personne. C'est quelque chose, le rapport humain avec les influenceurs est quelque chose d'impératif. Voilà, et encore une fois, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des gens qu'on achète
même s'il y en a beaucoup qui mettent en priorité ceux qui versent, enfin, qui leur font des chèques, faut pas se leurrer, mais pour avoir une relation d'influenceur, oui, le fait de mettre en avant qu'on les connaît, qu'on a étudié, enfin, oui, quelque part, qu'on a étudié justement leur profil, le profil de leur audience, etc., ça va apporter, pardon, un plus par rapport à la sélection de votre produit et service. La pertinence, comme toujours, en fonction de la saisonnalité ou en fonction, comme je le disais, de la disponibilité de l'influenceur, on va avoir là encore besoin de connaître son influenceur ou ses influenceurs, parce qu'on n'est pas obligé de ne le faire qu'à une seule personne, on peut en avoir aussi plusieurs, puisque l'idée c'est que plus il y a de monde qui parle de vous, mieux c'est. Mais là encore, moi je le fais de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que je n'adresse pas comme un communiqué de presse s'adresse aux journalistes et en général les gens les envoient comme ça sans personnaliser, de la même manière que quand je fais des relations de presse, je personnalise absolument partout. Il vaut mieux viser moins de personnes et je dirais que chez les influenceurs, ça se fait, je dirais, beaucoup plus automatiquement que lorsque ce n'est pas le cas. Quand c'est des journalistes, par exemple, souvent on prend une liste de journalistes, il y en a une dizaine, une cinquantaine, et on leur envoie à peu près à tous la même chose. Les influenceurs, eux, doivent être sélectionnés sur le doigt de la main. Sinon, il n'y a plus la notion d'exceptionnalité que l'on recherche par rapport à ce type de stratégie. Rappelez-vous toujours que par rapport à une stratégie de marketing d'influence, l'idée, c'est d'être nommé, mais par une, deux, voire trois personnes. Et je dirais même qu'au-delà de 5, on n'a plus aucune véracité. Les gens vont se dire, non mais attends, les 5 personnes parlent en même temps de la même personne, il y a anguille sous roche, et du coup, on a l'effet inverse que ce qui est recherché, c'est-à-dire que le sentiment de confiance ne va pas du tout se créer et va plutôt s'amoindrir, justement. Donc l'idée, c'est vraiment de rester euh, sur quelque chose qui va être acceptable auprès de notre audience et de l'audience forcément de l'influenceur. Donc limitez-vous à un, deux, voire trois influenceurs maximum pour les actions, bien les cibler encore une fois par rapport à votre problématique, par rapport à l'objectif que vous en avez, si c'est un objectif d'audience, si c'est un objectif de présentation produit par rapport à la crédibilité, on n'est pas du tout dans les mêmes actions et dans le même contenu à partager. Donc on ne va pas viser les mêmes personnes, même au travers d'un influenceur. Là, il va falloir justement être très très clair par rapport à ça, tout comme, encore une fois, dans un dossier de référencement, où on va venir apporter, on va répondre clairement au quintilien, QQO, QCPC, parce que malgré tout, il y a aussi une fonction du coût, même si pour moi, le marketing d'influence, le prix ne doit pas rentrer en ligne de compte. Il vaut mieux faire des présentations générales dans le but de développer une notoriété. Et si les gens veulent en savoir plus, ils iront justement sur le site pour connaître le tarif, etc. Il ne faut pas non plus les submerger d'informations. Donc l'idée, ça va être d'avoir un objectif. Proposer le produit, développer votre notoriété. Donc vous allez parler de vous. Et donc selon ce que vous allez vouloir mettre en place, et en avant en priorité, vous allez faire un blabla plus long, soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à garder en tête, de schématiser. On a là aussi l'entonnoir rédactionnel, où on parle de quelque chose de plutôt général ou plutôt introductif, et on va aller vers des spécificités qui vont amener sur des infos très très précises à la fin, de manière à répondre à toutes les interrogations que pourrait se poser à la fois l'influenceur, mais également l'audience auprès de laquelle il va présenter votre produit ou votre service. Ça, c'est quelque chose. Excusez-moi, il y a le chat qui a décidé de participer encore aujourd'hui, comme très souvent. Donc on a ce schéma-là de présentation qui va être indispensable. Toujours rappeler également, faire une espèce de fiche synthétique qui va rappeler toutes les caractéristiques principales de votre produit ou de votre service. Ce que c'est, à qui il s'adresse, à la limite le combien justement ça coûte, on peut le mettre dans cette fiche signalétique. Moi j'appelle ça les fiches signalétiques justement parce que on va avoir de manière très didactique les informations principales vis-à-vis de ça. Le quand ça est lancé, les dates à retenir, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont être là de manière importante. Ça peut être si vous avez des produits physiques, je sais pas, je pense par exemple à Delphina, si elle cherchait à promouvoir sa boutique et qu'elle voulait faire une action sur les pop, elle pourrait envoyer
une pop à un influenceur qui recherche, par exemple, et lui dire, ben voilà, moi, mon action, c'est la pop folies que je mets en place de telle date à telle date. Ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent... l'objectif final, c'est d'augmenter sa population sur Instagram et sur Facebook, ou plutôt, on va dire, on va rester sur Instagram pour faire simple. Donc l'idée, c'est que les gens partagent leur mise en scène de pop parce qu'ils sont fans et que c'est le Pop Folies. Et puis à la fin, il y a un concours pour gagner la pop de nos rêves ou une des pop qui sont mises à l'honneur. L'idée, c'est de créer une effervescence, pardon. Merci Sandra, tu m'inspires. Je pense à toi à chaque fois que j'utilise le mot. Si vous voulez voir, c'est Sandra d'effervescence, c'est son nom de marque, c'est pour ça que je bug. Euh, on va pouvoir tourner les choses pour que le concours soit mis en avant, pour dire qu'on est dans le partage de la mise en scène de ces pop. On peut effectivement faire appel à un influenceur pour ça parce que sa communauté est fan de pop, par exemple. L'idée étant, encore une fois, de ramener. Donc l'objectif, c'est d'augmenter sa population et l'engagement de ses fans. Là, ça va être pertinent parce que ça n'a même pas de notion d'achat à proprement parler au départ. Encore une fois, si on enlève la notion d'achat, ça facilite grandement le partenariat. Encore une fois, l'idée aussi, c'est que le marketing d'influence, c'est quelque part une action de co-branding. Pour moi, le co-branding, il y a tellement de sujets différents qui peuvent y être, je l'aborde. J'essaye justement, notamment dans mes articles, de faire par thématique, et le co-branding est une thématique à part entière, parce que le co-branding est identifié du moment qu'il y a deux marques associées sur une action. Et là, par rapport au marketing d'influence, c'est bien une action de co-branding, puisque l'idée, c'est que l'influenceur parle de vous. Il y a bien deux protagonistes dans l'histoire. Et à l'inverse, parce que c'est jamais à sens unique. Vous allez pouvoir également, je ne sais pas si vous les entendez, je suis désolée, hein, mais ils sont au rez-de-chaussée et je ne peux malheureusement pas amoindrir davantage le bruit. Donc je suis désolée du quotidien, mais on est tous dans le même état avec nos enfants à la maison pour ceux qui ont des enfants. Donc j'espère que vous me comprendrez par rapport à ces bruits un peu criards que vous pourriez peut-être entendre. Je ne sais pas, j'ai pas le retour de son, je ne sais pas si vous les entendez. Donc l'idée, ça va être aussi pour vous de parler de cette relation d'influence auprès de votre communauté, parce que l'influenceur va peut-être être aussi intéressé pour récupérer une audience dans votre audience. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui va être systématique et automatisé. Quand on parle de vous, vous allez remercier en disant, bah tiens, il y a un tel qui parle de moi, ce qui permet à votre audience d'aller découvrir ou redécouvrir quelqu'un qui parlerait de vous. Ça, c'est quelque chose pour moi, qui est essentiel dans cette relation d'influence et d'influenceur, parce que c'est, encore une fois, une action de co-branding. C'est qu'on est associés, on est ensemble, c'est pas à sens unique. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important aussi. Donc, justement, apporter dans votre dossier et dans votre contenu ce que va gagner l'influenceur, c'est quelque chose d'important pour pas qu'il se sente juste quelqu'un qui va mettre en avant quelque chose et qu'on va délaisser. C'est pour ça que je le disais, le travail de communication en amont, le fait d'échanger avec cette personne avant de lui demander quoi que ce soit, c'est aussi essentiel pour pouvoir rester dans son esprit, pour qu'il puisse se dire ah oui ok c'est vrai que je le vois souvent sur mes publications, je peux quand même lui faire ce cadeau. Ce sont des gens qui sont aussi humains et qui ont besoin du rapport humain pour pouvoir mettre en avant. Moi, je suis la première à en avoir fait les frais parce que je suis souvent trop gentille, mais on se fait souvent piétiner quand on offre trop de contenu et qu'on a trop de choses, qu'on donne trop de choses, et finalement, les gens n'attendent que ça et se servent de nous. Donc l'idée, c'est bien évidemment... Oh ah, je n'entends presque rien à part toi. Ouf. J'ai cru que tu n'entendais rien du tout. J'ai relu. Excusez-moi. Bon, bah tant mieux si on n'entend pas trop les bruits alentour. Moi, ça me dérange. Donc vraiment, pensez à travailler votre marketing d'influence bien avant de demander quoi que ce soit à l'influenceur. C'est vraiment quelque chose qui va être très très important. Donc dans votre message, vous allez présenter votre produit, vous allez présenter à qui il s'adresse. Donc encore une fois, on répond au quintilien, QQ QCP, quoi, quand, qui, où, comment, pourquoi, et combien le cas échéant, mais
honnêtement, cette donnée-là, pour moi, elle reste après. C'est quand les gens vous demanderont peut-être plus d'informations par rapport à votre produit et service que vous allez donner ça. L'influenceur, pour moi, n'a pas dans un but. L'influenceur, encore une fois, c'est un objectif de crédibilité, de notoriété ou de promotion, mais de promotion institutionnelle. Donc le prix n'a pas à rentrer en ligne de compte dans cette présentation-là. Dès qu'il s'agit de fric, les gens sont très réticents. Donc vraiment, ne pas aborder cette partie-là en dehors de vos propres outils de communication promotionnelle. Lui expliquer pourquoi vous pensez que ça peut l'intéresser va lui permettre justement de juger de l'intérêt que vous lui portez et l'amener à être plus avenant vis-à-vis de votre demande. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent, et c'est un petit peu ce que je vous dis depuis le début. Ce sont des êtres humains, et leur montrer que vous vous êtes intéressé à eux. C'est pour ça que je vous dis que le travail doit commencer bien avant une demande à un influenceur. Ça va leur montrer que quand même vous faites partie de la communauté et ça donne plus envie d'aider et d'accompagner parce que justement on les suit et on est avec eux. Moi je fais beaucoup de tri justement parce que maintenant mon site web donne entre 1000 et 2000 visites par semaine. Et donc j'ai régulièrement des demandes d'articles, enfin on me demande d'écrire des articles pour mon blog. Mais en général, et donc là, oui, quelque part, je suis une micro-influenceuse, non pas par rapport à une grosse communauté, mais par rapport à mon contenu et au nombre de visites. L'idée étant que ces personnes qui me font des demandes gagnent un petit peu en notoriété. Eh bien, moi, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau, qui ne me connaît pas, qui ne parle que de lui-même dans le message en disant je pense que ça pourrait intéresser votre audience, alors que son sujet est peut-être assez loin de ce qu'attendent mes fans et de ce qu'attendent mes lecteurs. En général, je boycotte direct et comme je vous le disais, ça se ressent. On voit bien les messages qui sont automatisés, on voit bien les messages des gens qui ne sont pas du tout au courant de ce que l'on fait, de ce que moi je vais faire. Et donc forcément là, ces gens-là, mais j'ai même pas envie de leur répondre tout simplement parce que c'est une machine qui est derrière, ou ce sont des opportunistes. Donc c'est pas intéressant du tout pour moi et en général je les boycotte. Par contre, quelqu'un qui est intéressé, qui me suit, qui me répond régulièrement, même si je fais très peu de mails, ça m'arrive de temps en temps, parce que j'ai envie de poser des questions pour aider, notamment quelles sont vos problématiques en ce moment. Je sais qu'une personne qui va me répondre, elles sont pas très nombreuses, donc forcément je les ai en tête, je vais tout de suite le retrouver et je vais pouvoir dire bon ok, alors lui il m'a quand même répondu à un moment donné, ça m'a sauvé la mise, donc oui j'y vais et je regarde même pas son dossier, je regarde même pas son argument, oui je vais parler de lui et ce sera avec grand plaisir. Donc tout le rapport humain qu'on va faire en amont avec un influenceur va avoir un impact sur le retour qu'on pourrait avoir d'une action de marketing d'influence. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour moi, tout le travail en amont est limite plus important que le dossier que vous aurez à faire. Parce qu'en fin de compte, pitcher votre produit, pitcher votre service, vous pitcher vous-même pour être présenté, c'est un travail que vous êtes censé avoir élaboré et fait depuis votre début. Donc c'est pas un exercice qui va vous demander trop de temps ou trop de difficultés. Allez vraiment travailler les points très très importants. Donc encore une fois, Sophie, Cécile, tous ceux qui sont en ligne et qui m'ont pas fait un coucou pour que je sache qui était là, vous pouvez faire des actions auprès des gens que vous suivez déjà. Et on n'est pas obligé, le marketing d'influence, on l'imagine tout de suite avec ces stars d'Instagram ou ces stars de Facebook, même si elles sont de plus en plus rares, qui ont des grosses populations avec des millions de followers, des millions d'abonnés. Pour moi, c'est pas probant. L'idée, c'est que si vous intéressez qu'une seule personne sur 1 million de fans, votre action, elle aura servi à rien. Alors que finalement, vous avez peut-être, et c'est pour ça que je vous dis, le marketing d'influence, il est vraiment là où est notre propre intérêt. Par contre, si vous connaissez une personne qui a une communauté qui est complètement ciblée sur votre cible à vous, d'accord, qui a une communauté qui correspond à la cible que vous visez, et même si elle a que 200 fans ou 200 followers, ça apportera peut-être beaucoup plus que celui qui en a 15 millions. Donc là encore, votre stratégie, et donc en termes de contenu, mais en termes de choix, va aussi être définie par ça. Il vaut mieux avoir une population de 200 fans
ou vous aurez 50 qui vont arriver chez vous et qui pourront être des clients. Alors, une population de 200, vous gagnez 50 clients, alors que une population d'1 million de fans qui vous rapporte un client, le fameux roi est complètement nul. L'idée, c'est vraiment d'aller vers des personnes qui vont pouvoir, eh bien, avoir le meilleur retour par rapport à votre objectif. Donc là aussi, je vous invite à revoir la notion d'influenceur, puisque l'influenceur, c'est pas forcément celui qui a le plus de followers, parce que en général, il y en a 90%, c'est des fantômes, hein, il y en a que 10% qui sont réellement actifs, donc ce sera pas forcément votre cible. Par contre, avoir un travail avec du marketing d'influence où il y a une petite population mais qui est très engagée aura beaucoup plus de retours par rapport à ça. Alors, je déborde, comme toujours, de mathématiques par rapport au sujet, puisque aujourd'hui je devais voir vraiment le contenu rédactionnel, le comment on met en place une stratégie d'influence, de marketing d'influence, mais j'ai vraiment à cœur de vous donner les bons leviers. Et l'influenceur, c'est pas celui qui a 3 millions de fans et dont une seule personne pourrait répondre favorablement, ou en tout cas répondre à votre objectif. Hein. C'est ça que j'entends à ce moment-là. Répondre à votre objectif, ce serait nul et ça va être une énergie dépensée pour rien. Alors que finalement, des micro-influenceurs qui ont quelques centaines de fans seulement vont pouvoir vous apporter beaucoup plus parce que ils sont moins suivis, certes, mais souvent les followers sont beaucoup plus attentifs, ont beaucoup plus le lien de confiance envers cette personne, notamment quand elle va promouvoir quelqu'un d'autre, parce que le marketing d'influence, c'est ça, hein, c'est une promotion, soit d'une personne, soit d'un produit, soit d'un service. Ça en reste pas moins de la promotion. Alors qu'un follower qui a 15 millions d'abonnés, qui est payé, on lui fait des chèques pour qu'il puisse parler de ses produits et services. Donc c'est celui qui place le plus gros chèque qui rafle la mise, on va dire. Celui-ci, la notion de crédibilité, elle est encore différente. Donc là, moi, je vous invite, encore une fois, à bien choisir les influenceurs ou micro-influenceurs auxquels vous aimeriez adresser votre dossier, ou votre produit, votre service, ou votre dossier de lancement, parce que malgré tout, c'est des dossiers rédactionnels, on les touche par la rédaction, ou du moins par une présentation. Et vous allez pouvoir toucher bien plus efficacement des personnes qui ont de plus petites populations. Donc moi, je vous invite vraiment à revoir ça. Après, la notion de contact, on l'a brièvement abordée hier, mais je vous les rappelle quand même. Il y a 3 formes de contact. 1, c'est le mail, le plus standard. 2, c'est le message privé sur le réseau social le plus enclin vis-à-vis de l'influenceur, et c'est justement quand vous le connaissez que vous savez exactement comment lui, il aime qu'on le contacte, il le répète assez souvent en général, ou il le met pour revenir sur Instagram, il en parlera dans sa bio, il dira pour toute demande, adressez-vous, alors souvent c'est par email, mais ça pourrait être un message privé, ou encore pour ceux qui les connaissent et ceux qui sont le plus ouverts, ça peut être un coup de fil aussi. Comment je vais dire ça? Ne vous réfrénez pas sous prétexte que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider. S'il a mis son numéro de téléphone, c'est qu'il accepte d'être contacté par ce biais-là. Donc n'allez pas vous mettre des barrières là où il n'y en a pas. D'accord? Souvent, les influenceurs, ils donnent ce qu'ils ont, ils donnent ce qu'ils ont envie, oui, mais quand ils donnent des sources de contact, c'est qu'ils sont OK pour qu'on les contacte par ce biais-là, donc faites-le. Et à partir de là, vous allez construire forcément votre discours, écrit si c'est un mail, audio, et vous allez le préparer comme un entretien si c'est par téléphone ou par visio, en tout cas en contact direct, vous allez présenter probablement les choses de différentes manières, notamment parce que quand on écrit, on peut aussi ajouter des visuels, quand on a des produits physiques, que quand on est à l'oral, il n'y a rien de visuel, puisque ça peut être qu'un coup de fil. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'il y a. Donc le dossier, vous avez bien vu, donc le quintulien, très important. Une fiche récap également, n'hésitez pas à rajouter. Alors, parfois l'échantillon n'est pas possible, mais rajouter des images de ce que vous faites. Si vous pouvez envoyer un échantillon, faites-le. C'est toujours un plus d'avoir un produit à montrer qu'on porte, par exemple. Vous allez pouvoir, il y en a qui ont fait
toute leur notoriété par rapport à ça. Alors justement, je prends le contre-exemple, puisque vous le savez, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais alors, je me souviens plus du tout de son nom. Vous avez une créatrice de mode, alors c'est pour le coup c'était des sacs à main, me semble-t-il, qui avait envoyé le dernier sac qu'elle avait créé à une star, je sais plus si c'était Madonna ou je sais plus qui du coup l'avait trouvé sympa, n'avait pas fait de retour, mais le portait en bandoulière sur les marches de Cannes, je crois. C'était il y a quelques années, hein. Et au final, tout le monde lui a demandé où elle avait trouvé ce sac-là. Ça a fait le buzz. Alors pas public, hein, mais ça a fait un buzz dans la communauté, ce qui fait que la personne qui lui avait envoyé ce sac juste comme ça parce qu'elle trouvait l'idée sympa et il n'y avait pas eu spécialement de retour, s'est vue avec un afflux de commandes qui a été énorme et elle a complètement explosé à partir de là, juste parce que elle a eu les couilles, faut le dire, d'envoyer son petit sac à main à une star et puis elle s'est dit advienne que pourra. Et finalement, ne pas avoir un objectif trop élevé, juste de se dire je tente, qui ne tente rien n'a rien, ça peut aussi donner de très très beaux résultats. Donc surtout, n'hésitez pas et essayez de trouver le truc qui vous plaira à vous et qui pourrait justement avoir le coup de cœur et vous apporter eh bien, un retour peut-être inespéré. Voilà, je ne vais pas faire de redite sur ce que j'ai dit, encore une fois. Pensez contenu, pensez visuel ou échantillon. Rappelez-vous de la fiche récapitulative. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous voulez relancer un influenceur, faites-le peut-être 2, 3 semaines plus tard. Ça sert à rien de dire est-ce que vous avez bien reçu mon truc. Encore une fois, ils sont débordés, ils reçoivent 200 candidats, enfin 200 demandes par jour en moyenne. C'est quelque chose qui est assez énorme. Et c'est pour ça que je vous dis, misez peut-être parfois des micro-influenceurs, ça a beaucoup plus d'impact parce qu'ils ont beaucoup moins de demandes, donc c'est beaucoup plus facile de trouver un accord avec ces personnes-là. Rappelez-vous et gardez en tête que c'est toujours quand même du donnant-donnant, c'est quelque chose d'important. Prévoyez toujours de dire, ah bah tiens, telle personne a parlé de nous, ça va permettre justement à votre communauté d'intégrer la sienne, mais également d'obtenir un objectif de crédibilité, parce que c'est aussi un petit peu comme ça qu'on le voit. Alors, et c'est pas uniquement auprès de la population de l'influenceur que vous allez gagner de la crédibilité, c'est aussi de faire part de ce partage à la vôtre pour augmenter votre crédibilité. Et puis, garder le contact avec cet influenceur, lui poser des questions, s'intéresser à lui, créer une vraie relation, pourquoi pas, en le remerciant, en prenant des nouvelles, et après, on sympathise avec eux. Encore une fois, ce sont des humains, pas des machines, et ils sont tout à fait enclins à une relation, alors amicale, ce serait bien un bien grand mot, mais en tout cas, une relation sincère et humaine avec des gens comme vous, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. J'ai oublié la question de la semaine d'ailleurs, n'hésitez pas à y répondre. Est-ce que vous avez déjà ou vous envisagez de travailler sur votre marketing d'influence? J'attends vos commentaires sur YouTube ou sur Facebook. Je vous dis à demain pour le Claire Parent Live sur Facebook. Et puis, prenez soin de vous et éclatez-vous. Même dans le marketing d'influence, il faut que ce soit fun pour que comme ça communique le fun et ça marche toujours beaucoup mieux. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye.